d'enregistrer. J'ai oublié d'enregistrer. OK, ça commence. Donc, alors, je disais, la bourse, c'est l'ensemble, pardon, le marché financier, disons, c'est l'ensemble des bourses, c'est la somme des différentes plateformes boursières au monde. D'accord? Et donc, sur le marché financier, quand on parle de marché financier, retenez ça, retenez une chose, c'est qu'on parle des différentes plateformes boursières, des différentes bourses qui existent au monde, dans le monde entier. C'est tout aussi simple que ça. Donc, dans le terme marché financier, il y a deux types de marchés. On a ce qu'on appelle le marché des capitaux. Le marché des capitaux est composé du marché des actions et des obligations. Et il y a le marché monétaire. C'est le marché monétaire qu'on a le marché des devises qu'on appelle encore le Forex. D'accord? Jusque-là, j'espère que tout le monde m'entend très bien. Parfait. Alors, donc, sur le marché monétaire, on a le marché des assurances, on a le marché des devises, le Forex, d'accord, qu'on appelle le marché des devises. Et c'est le marché du Forex, c'est le deuxième plus grand marché après le marché des assurances. Tout ça, c'est un peu de la théorie qu'on va voir rapidement. Alors, le marché financier est composé de deux compartiments. Nous avons le marché primaire et le marché secondaire. Et ces deux compartiments sont les compartiments du marché financier. Le marché primaire, c'est quoi la différence finalement entre le marché primaire et le marché secondaire? Lorsqu'un titre, lorsqu'un actif financier est émis nouvellement, elle est émise sur le marché primaire. C'est sur le marché primaire que les premières actions, les premiers titres, les premiers produits. Une fois que ça c'est fini, une fois que les premiers investisseurs ont acquis l'actif sur le marché primaire et que c'est fini, ou soit le délai est passé, le même produit maintenant passe sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, ceux qui n'ont pas pu acheter le produit sur le marché primaire viennent racheter le même produit financier sur le marché secondaire chez ceux qui avaient acheté avant. Alors, il y a des trucs qui apparaissent sur mon écran, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Anyway, on continue. Donc, le premier marché, le marché primaire, c'est le marché des nouveaux titres, des nouveaux produits financiers. Et le second marché, enfin le marché secondaire, c'est le marché de l'offre et de la demande, en fait. C'est le marché de la négociation. D'accord? Lorsque, par exemple, prenons l'exemple terre à terre, lorsqu'une entreprise va nouvellement sur le marché financier en bourse, elle est cotée sur le marché primaire. D'accord? Donc, les premières actions sont achetées par les actionnaires sur le marché primaire. Lorsque les actions sont finies ou bien le délai d'achat ou de vente est écoulé, les mêmes actions passent sur le marché, l'entreprise maintenant passe sur le marché secondaire et ceux qui n'ont pas pu acheter le produit sur le marché primaire viennent racheter ça sur le marché secondaire au prix que les premiers actionnaires ont fixé. D'accord? Bien. Alors, ça, c'est un peu rapidement ce que c'est que le marché financier. Merci, Kabouré, pour l'attention. On va maintenant passer au trading. D'accord? Le trading, c'est l'activité qui consiste à spéculer sur les marchés financiers. Spéculer, c'est quoi? C'est parier, d'accord? Pas parier, oui, mais je peux utiliser ça. Parier sur la hausse ou la baisse des prix des différents actifs. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard comment nous on gagne finalement par rapport au trading. Quand on dit on gagne au trading, on achète ou on vend. Ce n'est pas qu'on a des produits, d'accord, qu'on amène sur le marché et on achète et on vend. Non, nous on spécule sur la variation des prix. OK? Alors, donc, on a trois types de trading. On a le trading automatique qui consiste à faire gérer ses positions par un robot, par un programme informatique qui gère l'entièreté de vos positions. On a ce qu'on appelle le trading discrétionnaire. C'est un style de trading qui consiste à laisser le trader trader directement, prendre position. D'accord?
il s'avère dangereux parce que naturellement, ça fait impliquer les émotions, alors que le trading automatique ne fait pas impliquer les émotions. Et on a ce qu'on appelle le trading semi-automatique. Le trading semi-automatique, c'est quoi? C'est un trading où le trader prend la position, pardon, le robot prend la position et c'est le trader qui coupe la position. C'est ça que la plupart des banques font. Les banques, par exemple, ils ont les deux styles de trading. Les robots investissent sur les petites unités de temps et vous savez quoi? Les traders tradent sur les grosses unités de temps. Alors, lorsque vous allez sur le logiciel, le marché financier, il y a ce qu'on appelle la cotation. D'accord? Ici, vous avez le prix. D'accord? Vous avez la liste des actifs. OK? Vous avez la liste des actifs. Ici, par exemple, les paires de devises, AUD4, dollar australien, dollar canadien, dollar australien, franc suisse, dollar australien, yen, japonais, etc. Et en face, vous avez deux sortes de prix. D'accord? Donc, vous avez le prix à l'achat, pardon, à la vente qu'on appelle le bid et le prix à l'achat qu'on appelle le ask. Donc, devant chaque paire de devises, vous avez deux types de prix. Vous avez le prix à la vente qu'on appelle le bid et le prix à l'achat qu'on appelle ask. D'accord? Donc, quand on parle de la notion de cotation, c'est tout simplement pour vous dire que le prix varie, c'est-à-dire que le prix varie régulièrement, comme vous l'avez vu sur le graphique, mais il y a deux sortes de prix. Il y a le prix à l'achat et le prix à la vente. D'accord? C'est-à-dire le prix que proposent les vendeurs et le prix que proposent les acheteurs. D'accord? Donc, voilà un peu les deux prix qui sont là. Alors, on va rapidement voir aussi la notion de pips. Hein. Le pips, c'est quoi? Le pips, c'est l'unité de mesure de nos gains en trading. Voyez-vous, en trading, on ne dit pas j'ai gagné 3 000 euros, j'ai gagné 5 000 euros, j'ai gagné 10 000 euros. Ce n'est pas français. D'accord? Ceux qui disent ça, c'est de l'ignorance pure et dure. On dit j'ai gagné tel nombre de pips. Donc, le PIB, c'est l'unité de mesure comme le gramme, le litre, le mètre, etc. Mais c'est un outil de mesure de nos gains. D'accord? Un exemple très simple. OK? Je reviens sur le marché ici. Par exemple, vous voyez ici, c'est la ligne des prix. D'accord? Ici, vous avez la ligne des prix. Chaque fois, je suis en H1, je vais me mettre en M1. Vous allez voir un peu de quoi je parle. Chaque fois que cette ligne, d'accord? Chaque fois que cette ligne blanche que vous voyez là bouge, elle bouge d'un pips. Donc, le pips, c'est aussi la variation des prix sur le marché. Chaque variation des prix sur le marché constitue un pips. Donc, supposons que je lance un ordre de vente ici, d'accord? Et je coupe ici, j'aurais gagné environ 7 pips. D'accord? J'aurais gagné environ 7 pips parce que comment je fais pour savoir le nombre de pips que j'ai gagné? C'est simple. Je fais le prix auquel je suis entré sur le marché. D'accord? Comment je fais pour savoir combien j'ai gagné ou perdu? C'est simple. Je fais le prix auquel j'ai lancé mon ordre sur le marché moins le prix auquel j'ai coupé mon ordre sur le marché. Donc, le prix d'entrée moins le prix de clôture de la position, ça me donne le nombre de pips que j'ai gagné. D'accord? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple un peu bête en soi. Allez, supposons que, bon, je ne vais pas prendre ceci un instant. Je vais prendre la calculatrice. Un instant. Donc, supposons que je suis sur le Dow Jones, par exemple, et je suis entré à 26 000. D'accord? Et j'ai coupé, par exemple, à 26 500. Ça me fait 26 000 moins. J'ai coupé, par exemple, au prix de 26 500. Ça me fait 26 000 moins 26 500. Ça me fait
500 pips que j'ai gagné sur cette position. D'accord? Maintenant, prenons les paires de devises. D'accord? Comment on calcule le nombre de pips sur les paires de devises? Prenons par exemple une paire au hasard, la paire la plus tradée, prenons l'euro-dollar. D'accord? L'euro-dollar. L'euro-dollar. L'euro-dollar, un instant, j'irai chercher l'euro-dollar. L'euro-USD, c'est la paire la plus tradée, oui. Elle est activée, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Ok, on a l'euro-USD. D'accord, on a l'euro-USD. Voilà, on a l'euro-USD. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'euro-USD, actuellement, supposons que j'ai vendu l'euro-USD à, allez, 1,12627. D'accord? 1,12627. D'accord? Ça, c'est mon prix. C'est mon prix d'entrée. D'accord? Ça, c'est mon prix d'entrée. Et mon prix de sortie, OK? Mon prix de sortie, c'est peut-être ici, là. D'accord? Mon prix de sortie est ici, 1,12224. OK? 1,12224. D'accord? Comment savoir le nombre de pips que j'ai gagné? Parce que lorsque j'achète, il faut que les prix baissent pour que je gagne. Pardon, lorsque je vends, il faut que les prix baissent pour que je gagne. Et lorsque j'achète, il faut que les prix montent pour que je gagne. D'accord? Il faut minimum combien pour commencer à trader? Je réponds rapidement à ta question. Alors, il y a deux objectifs. Soit tu veux vivre du trading, soit tu veux démarrer en trading. Si tu veux vivre du trading, je conseille entre 2000 et 3000, enfin entre 2000 et 5000 euros. Là, tu peux tirer des dividendes mensuels de 10%, ça te suffit largement. Mais si tu veux démarrer en trading pour tester ta psychologie et tout, et gagner petit, 300 et 500 euros, mais ne t'attends pas à vivre du trading avec ça. Il faudrait pas prendre du temps pour faire gonfler ton capital, histoire, avec les intérêts composés et tout, histoire d'en faire quelque chose d'assez consistant. Voilà, Kaboré. Alors, donc, si je veux calculer mon gain dans ce cas, par exemple, c'est lorsque j'achète et les prix montent, je gagne. Et lorsque je vends, les prix baissent, je gagne aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord, je prends les 4 chiffres après la virgule. Donc, je prends 4 chiffres après la virgule. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je supprime les derniers chiffres. Ça fait 4 chiffres après la virgule. C'est simple. Je supprime aussi les virgules. D'accord? Je supprime aussi les virgules. Et je fais tout simplement 11 262. D'accord? Tout simplement 11 262 moins 11 262 moins 11 222. 11 222. Pardon? 11 262 moins 11 222. Je pense que c'est ça. Hein? 11 222. Ça me donne 40. Donc, j'aurais gagné 40 pips. D'accord? Donc, j'aurais gagné 40 pips sur ce trade. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à savoir combien de pips on a gagné ou perdu. Alors, je voulais vous expliquer rapidement. Lorsque c'est les prix, lorsque vous allez sur le marché, vous avez les prix ici, vous avez les bougies qui sont là, et le marché et tout, vous avez la ligne du prix ici. Lorsque je passe un ordre d'achat,
il faut que les prix sont là. Il faut que les prix montent pour que je gagne. Autrement dit, lorsque je passe un ordre d'achat et au lieu que les prix montent, les prix baissent, je suis en perte. Lorsque je fais une vente à un niveau de prix, il faut que les prix chutent pour que je gagne. Et si les prix commencent pas à remonter, je suis en perte. Donc, c'est comme ça qu'on gagne ou on perd sur le marché. Alors, je sais pas moi. Bertrand, regarde au niveau de ton... Regarde au niveau de ton portable. Hein. Regarde au niveau de ton portable. Je sais pas, ça pourrait être ton portable. Je vais voir si tous les micros sont coupés. Je vais encore couper si fait truc. Voilà. Donc, voilà un peu, OK, la notion de pips. Bien, on continue. Le spread, c'est quoi? Le spread, c'est comment on appelle ça? La commission que le courtier prend sur chaque position que vous prenez, tout simplement. D'accord? Donc, ça m'amène rapidement à vous expliquer les différents acteurs qui interviennent sur le marché. D'accord? Les différents acteurs qui interviennent sur le marché, disons, les différents acteurs qui interviennent sur le marché financier. D'accord? Voilà. Donc, les différents acteurs qui interviennent sur le marché financier, on va les voir. On a d'abord les banques centrales, les banques, ce que j'appelle les requins, ce sont les banques commerciales, les fonds spéculatifs et les multinationales. D'accord? On a les traders, OK? Et on a les brokers aux courtiers. D'accord? Bien, je vais vous expliquer le rôle de chacun rapidement. Alors, les banques centrales, leur rôle, c'est de réguler l'économie, d'accord, de l'espace qui leur est loué. Donc, on a par exemple la BCE, la Banque centrale européenne, qui est là pour réguler l'économie européenne. On a la Fed, qui est là sur enfin, aux USA. On a différentes banques centrales qui interviennent dans chaque pays ou dans chaque espace économique. Donc, c'est quoi l'utilité? OK? Kabouré, je vais répondre à ta question tout à l'heure concernant GoForest. Pas vraiment je vais vous montrer une méthode pour connaître les brokers sérieux. D'accord? Alors, donc, je parlais des banques centrales. Leur rôle, le rôle des banques centrales, c'est de réguler la monnaie, mais c'est surtout pour nous traders, quelle est leur utilité finalement? Les banques centrales, leur utilité, c'est de nous donner l'information, d'accord, l'actualité économique de leur zone, et nous, on analyse les informations qu'ils nous donnent, on prend ça pour faire une analyse macroéconomique, histoire de savoir quel impact cela pourrait avoir sur l'actif qu'on est en train de trader. Donc, par exemple, si la Banque centrale européenne ou la Fed, la Banque centrale américaine, nous donne par exemple le taux de chômage aux USA, qu'est-ce qui va se passer? Et si par exemple nous sommes sur le dollar et que le taux de chômage a baissé, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'économie
lorsque le taux de chômage baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie américaine se porte bien et donc ça aura un impact positif sur le dollar. Ça pourrait faire augmenter la valeur du dollar sur les échanges mondiaux. Un échange, une échange. Bref, sur les échanges au plan mondial. Alors, donc, on a ensuite les requins. Ceux que j'appelle les requins, c'est eux qui investissent le plus gros de la liquidité sur le marché. Ce sont les gros investisseurs. C'est eux qui déterminent les coûts, l'évolution des coûts sur le marché. C'est eux qui disent si le marché va monter ou baisser. D'accord? Vous avez les banques commerciales, on a les fonds spéculatifs comme, je ne sais pas moi, comme JP Morgan, d'accord? Voilà, on a les multinationales comme Amazon, on a des multinationales comme bref, il y a beaucoup d'entreprises de multinationales qui investissent dans le marché. Ils investissent à plus de 50% de la liquidité. D'accord, plus de 50% de la liquidité. Alors que, prenons par exemple uniquement le marché du Forex. D'accord, le marché du Forex, donc les devises. Ok, sur ce marché des devises, il y a plus de 5 000 milliards de transactions par jour. Et donc, sur les 5 000 milliards, les banques apportent plus de 50%. D'accord? Alors, ensuite, on a les traders particuliers. Pourquoi particuliers? Parce que nous, on ne trade pas pour les banques. Les traders qui tradent pour les banques sont appelés des traders professionnels. Donc, nous, on n'apporte que 2% de la liquidité. Donc, on n'est pas vraiment important. Ensuite, on a les brokers. Les brokers, c'est eux qui nous mettent à disposition ce logiciel-là. Et c'est ce logiciel-là, c'est grâce à ce logiciel-là qu'on a accès au marché. Ce logiciel est né, je pense, dans les années 94 ou 2004, je ne sais plus trop. Oui, 94. Et c'est grâce à ça que depuis le confort de notre salon, de notre chambre à coucher aujourd'hui, on peut estimer qu'on est trader, on peut prendre des positions sur le marché, les assumer, les fermer dans la même journée sans mettre pied à New York. Avant ça, il fallait aller à New York pour pouvoir passer un ancien broker et tout. Et donc, les brokers, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent à disposition le marché financier via ce logiciel. Et c'est grâce à ça que nous pouvons acheter ou vendre sur le marché financier. Alors, on a fait un peu de théorie. Rapidement, en évoluant, on va rentrer dans les vraies choses. Alors, rapidement, hein, comment connaître le spread que le courtier va vous prélever sur chaque position? Vous faites simplement le ask moins le bid. D'accord? Une fois encore, on vient ici. OK? Vous voulez passer un ordre. Vous faites ici nouvel ordre. D'accord? Nouvel ordre. Et donc, vous avez le bid et le ask ici. Vous faites la différence entre les deux. Vous avez ce que le courtier va vous prendre. Donc, quand je fais 12 222 moins 1220, j'ai 2 pips. Donc, le courtier nous prélève 2 pips sur cette position. D'accord? Voilà. On continue. Alors, il y a un site qu'on appelle, vous allez, pour connaître combien les courtiers prennent sur chaque actif. Parce que l'un des critères pour choisir votre courtier, c'est quel est son spread, quels sont ses frais de courtage. Donc, c'est simple. Vous allez sur Google. D'accord, vous allez sur Google. OK. Et puis, vous tapez comparateur de spread Forex. Comparateur de spread Forex. Automatiquement, ça vous affiche les différentes commissions que les courtiers prélèvent. Donc, ça, vous avez sur l'euro-dollar, par exemple, vous avez la liste des
vous avez la liste des courtiers qui sont les plus chers. Donc, prenez eToro par exemple. Vous prenez l'euro-dollar ici. D'accord? Vous prenez l'euro-dollar ici. Vous avez eToro qui prend 3 pips. Là-haut, Active Trade prend 0,5 pips. D'accord? Vous avez, c'est pas moi, INSM qui prend 1,7 pips. Là où UFX Market prend 4 pips. D'accord? Donc, si dans votre cas, un pips, par exemple, vaut 10 euros et qui prend 4 pips, il vous aurait prélevé 40 balles sur votre capital. Avatrade, lui, prend 3 pips. D'accord? On va voir, par exemple, l'actif que j'aime le plus trader en scalping. D'accord? L'actif que j'aime le plus trader en scalping, c'est GBP JPI. On va voir vous voyez, GBP JPI plus 500, ça c'est un broker, prend 9%. Là où, je sais pas moi, là où Iron Forest prend 2,7%. Vous voyez? Je prends Avatrade par exemple. Avatrade prend 7 pips, pardon, pas 2,7%, 2,7 pips. Avatrade prend 7 pips. Donc, vous voyez par exemple, de façon factuelle, que je ne peux pas trader. Alveso prend 8 pips. Ce n'est pas normal. D'accord? Donc, vous voyez par exemple que le broker qui m'arrange sur GBP, JPI pour scalper sur GBP, JPI, celui qui m'arrange le plus ici, c'est lequel? C'est, ma foi, c'est BD Suisse. Simplement, c'est BD Suisse. D'accord? Donc, ça vous permet de connaître sur chaque actif ce que les brokers prélèvent et vous savez comment, quel broker choisir en fonction de l'actif sur lequel vous êtes spécialisé. D'accord? Alors, on va voir rapidement les conversations. Lewis, Ishimoku, c'est vendredi. On va, Ishimoku, c'est vendredi. Le spread, pour connaître le spread, vous allez dans la cotation, vous faites le bid moins le ask ou le ask moins le bid, peu importe. Même si vous trouvez un chiffre avec moins, vous ne tenez pas compte du signe plus ou moins. D'accord? Alors, les meilleurs moments pour trader, pour connaître les meilleurs moments pour trader, je vais vous expliquer une chose. Ici, vous avez les 4 bourses, les 4 plus grandes bourses au monde. D'accord? Les 4 places, enfin, les 4 plus grandes places boursières au monde. Donc, vous avez Londres, vous avez New York, vous avez Sydney, vous avez Tokyo. Sydney en Australie, Tokyo est au Japon, pour ceux qui ne savent pas. Alors, donc, le marché de Londres, la bourse de Londres ouvre de 8h à 17h GMT. New York ouvre de 13h à 22h GMT. Sydney ouvre de 22h à 7h GMT. Et Tokyo ouvre de 0h à 9h GMT. Ça veut dire quoi? Par exemple, Sydney ouvre de 22h à 7h GMT, mais chez eux, c'est en journée. D'accord? Parce qu'il y a le décalage horaire et tout. Ça veut dire que entre 8h et 13h, d'accord, pardon, entre 13h et 17h, il y a chevauchement, il y a rencontre entre, c'est-à-dire la bourse de Londres et de New York, les deux plus grandes bourses au monde, Londres et New York, sont ouvertes. D'accord? Les deux bourses sont ouvertes. Donc, les traders des deux bourses sont en activité, en intense activité. Ça veut dire que la première tranche horaire où c'est conseillé de trader, c'est entre 13h et 17h parce que là, vous avez les meilleures opportunités. Ensuite, on a un chevauchement qui s'opère entre 8h et 9h, qui s'opère entre Londres et Tokyo. Donc, 8h et 9h, 13h, 17h sont les horaires les plus conseillés pour pouvoir trader. Après, en fonction de l'actif, ça c'est pour le Forex. En fonction de l'actif que vous tradez, par exemple, si vous tradez sur les indices boursiers, naturellement, je vais vous conseiller de trader à l'ouverture de Londres et à l'ouverture de New York. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc,
Donc, les meilleurs moments pour trader, je l'ai dit. Alors, les meilleurs jours maintenant pour trader, c'est simple, on ne va pas tourner autour du pot. C'est mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que lundi, vendredi, il y a ce qu'on appelle les ajustements de position. Vendredi, il y a ce qu'on appelle les prises de bénéfices. Les prises de bénéfices se font en fin de semaine généralement par les requins, les loups du marché financier. J'appelle les loups, je répète encore une fois, les banques, les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs, les multinationales. Et les lundis, il y a ce qu'on appelle les ajustements de portefeuille. Les ajustements de portefeuille se font en début de semaine et ça permet à tous les trades, enfin, les gros fonds des ajustements de portefeuille. Donc, ils injectent, les lundis, généralement, ils injectent de la liquidité sur le marché financier et ça permet de faire bouger le marché. Donc, généralement, les lundis et les vendredis, le marché est piégeux et ce n'est pas conseillé de trader ces jours-là. Donc, c'est mieux, c'est conseillé, je n'ai pas dit, c'est interdit, mais c'est conseillé de trader les mardis, les mercredis et jeudis, surtout si vous êtes débutant. Alors, comment installer? Bon, ça, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des tutos sur comment installer le logiciel MetaTrader 4. Alors, nous allons maintenant parler de la notion d'unité de temps. L'unité de temps, c'est quoi? Les unités de temps, c'est ça que vous voyez ici lorsque vous venez sur le marché. Les unités de temps, c'est ça qui est aligné ici. M1, M5, d'accord? M5, M15, M30, H1, H4, D1, Week 1 et Monthly. Alors, une unité de temps, c'est l'intervalle de temps qui sépare l'ouverture et la fermeture d'une bougie. Voilà les bougies. Prenons par exemple cette bougie verte. Il y a deux sortes de bougies. Il y a les bougies haussières qui sont en vert et les bougies baissières qui sont en rouge. Ça, c'est sur les couleurs que j'ai choisies. Donc, une bougie haussière s'ouvre en bas et se ferme en haut. Là où une bougie baissière s'ouvre en haut, d'accord, et se ferme en bas. Donc, vous voyez la structure d'une bougie, elle est composée de deux parties. Il y a le corps de la bougie et les petits traits qu'on appelle les mèches. Des fois, les mèches sont plus longues que le corps, mais ça, ce n'est pas l'objet de notre séance d'aujourd'hui. On va revenir dessus dans d'autres cours. Mais déjà, comprenez ce système-là. Donc, une unité de temps, c'est l'intervalle de temps qui sépare l'ouverture et la clôture d'une bougie. Venons par exemple en M1. En M1, les bougies que vous voyez se forment, s'ouvrent et se ferment en une minute. Chaque bougie fait l'ouverture et la fermeture, se forme en une minute. D'accord? En M5, les mêmes bougies s'ouvrent et se ferment en 5 minutes. En M15, les mêmes bougies s'ouvrent et se ferment en 15 minutes. En H1, les bougies s'ouvrent et se ferment en 1 heure. En H4, 4 heures. D1, day, comme une journée. Donc ici, une bougie fait une journée pour s'ouvrir et se fermer. En unité de temps hebdomadaire, donc en weekly, une bougie fait une semaine. Et sur les unités de temps mensuelles, une bougie fait un mois. Alors, quelle est l'utilité des unités de temps? C'est ce qui m'importe le plus. Alors, le choix de l'unité de temps, on appelle ça encore un time frame ou unité de temps. Donc, le problème, c'est que sur les grosses unités de temps, quand je parle de grosses unités de temps, je commence par H1 jusqu'à mensuel. Lorsque vous tradez sur les grosses unités de temps, vous avez des signaux d'achat ou de vente beaucoup plus pertinents. Vous avez, alors, chaque unité de temps a son avantage et son inconvénient. D'accord? Il n'est pas question de dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre, non. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque vous tradez sur les grosses unités de temps, 1, vous avez moins de signaux. 2, vous attendez plus les signaux et des fois, les signaux viennent, mais les prix partent sans vous, en fait. C'est-à-dire que le temps que les signaux ne viennent, ils sont déjà trop gros, les bougies sont déjà trop grosses et donc vous vous dites, c'est trop tard, je ne peux plus entrer. D'accord? Par contre,
Lorsque vous avez un bon signal sur les grosses unités de temps, vous êtes parti pour gagner le jackpot. D'accord? Donc, les signaux sur les grosses unités de temps sont plus pertinents, mais sont rares. Sur les petites unités de temps, par contre, vous tradez plus rapidement. Donc, vous avez des signaux plus fréquemment. Donc, je parle de petites unités de temps de M1 à M30. Donc, vous avez plus de signaux, mais vous avez plus de faux signaux aussi. Donc, moins les signaux seront aussi fiables. Donc, lorsque vous comprenez ça, vous savez ce qu'il faut faire par rapport à votre trading. Je vais prendre un exemple de trade que j'ai fait hier. J'ai acheté un trade qui m'a valu un peu plus de 400, disons 40 pips. D'accord? Donc, j'ai fait un achat sur le pétrole. Je l'ai fait sur cette zone-ci. OK? Je l'ai fait ici. J'ai fait l'achat ici. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai observé? On était sur une zone clé. Bref, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. J'ai observé ce qu'on appelle une englobante haussière ici. OK? Une englobante haussière là. J'ai acheté le pétrole. D'accord? J'ai acheté le pétrole et je me suis tapé. Bon, je pense que je l'ai acheté un peu plus bas. En tout cas, je l'ai acheté un peu plus bas. En H4. Bref, je l'ai acheté. J'ai fait près de 44 pièces. Pourquoi? Parce que le signal que j'ai, je l'ai eu en H4. Ce signal, je l'aurais eu, par exemple, c'est pas moi, je l'aurais eu en M1 qui ne serait pas aussi fiable qu'en H4. D'accord? Alors, l'autre avantage des unités de temps, c'est quoi? C'est que, vous voyez, je vais ouvrir un logiciel qu'on appelle, Paint pour vous montrer un peu de quoi je veux parler. Alors, prenons par exemple, une bougie H1, une bougie 1 heure. D'accord? Prenons une bougie 1 heure, par exemple. D'accord? Prenons par exemple prenons par exemple bon, il y a mon Paint qui refuse d'écrire. Alors, bon, mon Paint qui refuse d'écrire, je viens ici. Alors, prenons par exemple une bougie 1 heure. D'accord, on va représenter une bougie 1 heure, une bougie horaire. En d'autres termes, ce que je m'en vais vous expliquer, c'est simple. Prenons cette bougie par exemple, cette bougie 1 heure. D'accord? Ça veut dire que lorsque je serai, OK? Lorsque je serai au bout de 1 heure sur une seule bougie, d'accord? Au bout de 1 heure, je serai sur une seule bougie. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est en M1 aurait déjà vu passer 60 bougies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est en H1 ne voit pas tous les 60 bougies, d'accord? Tous les 60 bougies qui se sont formées, OK? Tous les 60 bougies qui se sont formées à l'intérieur de la bougie, d'accord? Tous les 60 bougies qui se sont formées, OK? Lui, il ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que s'il est sur les bougies horaires, d'accord? Il est sur les bougies. Donc, tous ces micro-mouvements, toutes ces bougies, lui ne les verra pas. D'accord? Lui va juste voir la bougie 1 heure.
Par contre, celui qui est en M1 verra tous ces micro-mouvements. Ce qui veut dire que celui qui est en M1 est beaucoup plus exposé psychologiquement, expose plus sa psychologie que celui qui est en H1. Comprenez un peu? Donc, celui qui est en M1 expose beaucoup plus sa psychologie, est beaucoup plus exposé que celui qui est en M1. On va prendre, je vais vous montrer un exemple palpable. Ici, par exemple, on est sur une bougie. On est sur une bougie, prenons une bougie journalière, d'accord? Une bougie en daily. D'accord? Alors, cette bougie-là, donc, prenons cette bougie, par exemple, d'accord? C'est une grosse bougie quand même. C'est une bougie journalière. OK? C'est la bougie du jour. C'est la bougie qui est en cours. Non, on va prendre la bougie d'hier. OK? Vous voyez cette bougie-là, on descend en H4. Vous voyez, cette seule bougie daily nous donne combien de bougies en H4? On a cette bougie ici. D'accord? Elle rentre un peu. Prenons les deux bougies là. Bon. Voyons voir. Autre figure. Bien. Donc, on va changer la couleur. C'est exactement ce que je voulais. Bien. Donc, vous voyez cette bougie-là. Vous êtes avec moi, j'espère. Donc, vous voyez cette bougie journalière-là, quand on vient en H4, OK, elle correspond à combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Celui qui est en H4 a vu 6 bougies en une journée, alors que lui, tout simplement, on est sur une seule bougie. D'accord? Là, je n'ai pas compté. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas compté ceci. Disons 7 bougies. D'accord? Celui qui sera en H1, lui verra combien de bougies? Voyons voir. Lui verra combien de bougies? Vous voyez, il verra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, voyons voir combien de bougies lui verra. Lui verra 61 bougies. D'accord? Puisque 61 bougies. OK? Donc, puis celui qui est en M1, dans la même journée, il verra quoi? Il verra... Vous voyez? Il verra un instant. Yann, pardon, faut lui baisser un peu. Donc, celui qui est en, comment on appelle ça, en D1 verra une bougie, alors que les autres verront plusieurs bougies. Donc, mon point, c'est ça. Mon point, c'est que plus vous êtes sur les plus vous êtes sur les grosses unités de temps, plus vous avez, plus vous zoomez sur plus vous dézoomez sur le graphique. Plus vous êtes sur les petites unités de temps, plus vous, voilà, je m'embrouille un peu. Plus vous êtes sur les grosses unités de temps, plus vous allez dézoomer les graphiques
plus vous êtes sur les petites unités de temps, plus vous allez zoomer sur les graphiques. Donc, plus vous allez voir tous les micro-mouvements qui vont se passer. Donc, votre psychologie sera aussi affectée. D'accord? Alors, l'autre règle, c'est qu'il va falloir toujours se baser sur les grosses unités de temps pour prendre position. Enfin, parce que, comme je vous l'ai dit, sur les grosses unités de temps, les signaux sont plus pertinents. D'accord? Sur les grosses unités de temps, les signaux sont beaucoup plus pertinents que sur les petites unités de temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous avez un signal, d'accord, lorsque vous avez une tendance sur les grandes unités de temps, elle est beaucoup plus pertinente que la tendance sur les petites unités de temps. J'espère que vous m'écoutez, les amis. J'espère que vous m'écoutez. À Globoé, oui, je dis, hein, une bougie D1, d'accord, équivaut à, en une journée, on a combien d'heures? On a 24 heures. Donc voilà, ça fait 24 bougies, pardon, pas 61 bougies, 24 bougies en H1. D'accord? Donc, votre, comment on appelle ça? Votre psychologie est beaucoup plus exposée. Bien, les amis, on continue. L'autre chose à savoir aussi, très important, c'est que chaque unité de temps a sa tendance. OK? Vous pouvez avoir une tendance haussière en H1 et avoir une tendance baissière en H4, avoir une tendance neutre en daily. D'accord? Prenons par exemple, on est en daily, OK? Pour voir la tendance dans laquelle on est, on peut prendre ça. D'accord? On fait ça. On a une tendance haussière en journalier. D'accord? On a une tendance haussière en journalier. OK? En weekly, ici, on a une tendance baissière. OK? En weekly, d'accord? Donc, chaque unité de temps a sa tendance. C'est l'exemple que j'ai ici. Par exemple, en H1, on est haussier. En H1, on est haussier. En M15, on est baissier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur la tendance H1 pour prendre position en M15. Donc, si on est haussier en H1, ça, c'est déjà une de mes stratégies de trading que je vous donne. Lorsqu'on est haussier en H1, en M15, on va chercher des signaux d'achat. Lorsqu'on est baissier en H1, on va chercher des signaux de vente en M15. D'accord? Bien. Comment déterminer si le marché est en tendance? Comment déterminer si le marché est en tendance? Vous avez deux méthodes. Pour déterminer la tendance sur le marché, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est voilà, c'est de tracer les supports et résistances obliques, d'accord, en identifiant 3 points de contact pour les supports. Donc, ici, par exemple, comme je l'ai tracé en D1, OK, donc j'identifie 3 creux. OK, ça c'est moi ma stratégie. Donc, ça fait 1, 2 et 3. Un quatrième qui est en cours ici. OK, donc il faut dézoomer sur les graphiques pour pouvoir mieux voir. Et 3, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut tracer en utilisant les sommets et les creux. Donc, les résistances en haut et les supports en bas. Ça nous permet d'avoir la tendance. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de dos. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui est encore plus efficace, c'est de placer votre moyenne mobile. C'est un indicateur, c'est de placer votre moyenne mobile exponentielle. D'accord? Exponentielle, pourquoi? Parce que la moyenne mobile exponentielle étudie les 200 bougies les plus récentes. Donc, vous avez placé votre moyenne mobile exponentielle. Lorsque la moyenne mobile est baissière, comme ici, et que les bougies sont en dessous, on est en tendance baissière. Lorsque la moyenne mobile est ici, par exemple, en tendance haussière, par contre, ici, c'est toujours en tendance haussière. Voyons voir. Par contre, lorsque la moyenne mobile est haussière, comme ici,
et que les bougies sont au-dessus, on est en tendance haussière. Lorsque la moyenne mobile n'a pas de tendance, un peu comme en cette zone-là, la moyenne mobile est sans tendance, d'accord? Un peu comme ceci, est sans tendance. Je vais déplacer ça ici. Voilà, est sans tendance, un peu comme ici. On est en tendance neutre, quel que soit là où les bougies se trouvent. Donc, voilà les deux moyens de déterminer la tendance. Alors, les figures chartistes. Les figures chartistes, je me demande si on va faire ça aujourd'hui. Alors, les amis, on va pas, comment on appelle ça? On va pas durer, d'accord? On va s'arrêter dessus aujourd'hui. D'accord? On va s'arrêter dessus aujourd'hui et continuer pour la prochaine séance. D'accord? Ou bien vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue, qu'on finisse au moins parce qu'il y a 3 séances. D'accord? Donc, la première séance, je pense qu'on va finir aujourd'hui. D'accord? Ça va vous permettre de digérer. OK? Et la séance prochaine, nous allons continuer. Vous voulez comme ça, non? La séance prochaine, ça sera encore dans la semaine, hein? Probablement dans le week-end. Alors, je vous écoute pour vos questions. Donc, la prochaine séance, nous allons continuer avec les figures chartistes. D'accord? La prochaine séance, nous allons continuer avec les figures chartistes. Aujourd'hui, on a vu jusqu'à comment déterminer la tendance. D'accord? Voilà, donc nous avons vu jusqu'ici. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Enfin, on est mercredi aujourd'hui. Donc, après la séance du vendredi sur Shimoku, on va se donner rendez-vous samedi probablement. Je sais pas, je vais vous annoncer ça dans les 2 groupes, d'accord? Et on va continuer. On va continuer. Donc, on va faire l'initiation en 3 fois. OK? À la fin, je vais vous donner un plan de trading que vous allez suivre pour commencer par agir, opérer sur les marchés. Alors, les amis, je vous écoute pour vos questions. Oui, je vous enverrai la vidéo, le support vidéo. Je vais mettre ça en ligne, vous envoyez le lien et vous allez télécharger. Oui, Lewis, ça sera à 19 h encore. D'accord? Je ne savais pas qu'il y avait match de classement aujourd'hui, sinon je n'allais pas programmer ça pour aujourd'hui. Donc, je vais te tenir compte du jour de la finale pour programmer la prochaine séance. Mais ça sera probablement en semaine ou en week-end. Enfin, on va finir. Alors, moi, c'est ma proposition. On va finir les 3 cours de théorie cette semaine et la semaine prochaine, on commence avec la pratique. Ça peut aller comme ça pour vous, non? Alors, répondez-moi dans les commentaires. Alors, je vous ai promis de vous donner une astuce concernant les brokers. Comment connaître les brokers sérieux? Je vais vous donner 2 astuces. Comment identifier les brokers sérieux? Alors, je vais vous donner un premier site, d'accord? Un premier site, vous allez dessus. All FX Brokers, d'accord? Vous avez la liste de tous les brokers, de tous les courtiers agréés. Donc, ça vous permet de ne pas tomber dans les mains des escrocs. Donc, les courtiers agréés. Donc, ici, vous avez le site sur lequel il y a les courtiers agréés par les organes de régulation. Ah, je n'en avais pas parlé dans les acteurs. Autant pour moi. Donc, après les banques centrales, il y a les organes de régulation qui régulent le marché et qui sont là pour protéger les investisseurs que nous sommes et nous éviter de ne pas être escroqués bêtement. D'accord? Donc, vous avez ici la liste des brokers agréés. D'accord? Il y a un deuxième site. OK? Un deuxième site qu'on appelle Forex Army. D'accord? Forex Army, c'est un site que j'affectionne bien. C'est un site anglophone. Dessus,
L'avantage de Forex Army, c'est que dessus, vous avez la liste des brokers. Donc, il faut s'inscrire, d'accord? Il faut s'inscrire. Et vous avez la liste des brokers avec des notations, OK? Donc, dedans, vous avez la liste des brokers avec, prenons par exemple, Forex Broker. D'accord? Vous avez la liste des brokers ici, comme vous voyez ici. Vous avez la liste des brokers avec des notations. D'accord? Le nombre de personnes qui ont noté les étoiles. Et l'autre avantage, vous avez des commentaires. Ce qui fait que si vous venez ici, vous voyez, par exemple, c'est l'un de mes brokers que j'utilise. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez des commentaires des personnes qui ont utilisé. Et donc, vous pouvez vous faire votre avis sur le broker avant de le choisir. OK? Donc, ce site est super intéressant. C'est un peu plus avancé que AllFX Broker. D'accord? Donc, vous avez une review des brokers, non seulement agréés, mais vous avez l'avis des utilisateurs. Ici, par exemple, c'est 487 personnes qui ont utilisé InSM et qui vous donnent leur avis. Donc, les gens m'écrivent en inbox, Pattern, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel broker? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de GoForex. Voyons voir. GoForex. D'accord, GoForex. Bon, GoForex n'est pas sur le site, donc il faut commencer déjà par faire attention. Ça veut dire qu'ils ne sont pas agréés, probablement. Probablement pas agréés. D'accord, voyons voir s'il y a GoForex ici, sur le site ici. Ici aussi, je pense que non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas agréés tout simplement, OK? Ou qu'ils ne sont pas reconnus comme leader du marché. Mettons GoForex ici. Pour voir ce que ça donne. Peut-être on va faire de l'espace pour voir. Voilà. GoForex. GoForex, GoForex. Bon, il n'y a pas GoForex sur le site, tout simplement. Donc, c'est un site super intéressant que moi, j'utilise régulièrement. D'accord, ça me permet d'avoir les brokers qui sont agréés. OK? Qui sont agréés par et les avis des internautes. C'est ça qui m'importe beaucoup plus. Vous savez, Paperstone, les grands du marché, hein, Traderways, ça c'est mon broker que j'utilise en réel, un de mes brokers en réel. Paperstone ici, un de mes brokers en réel. Vous avez Avatrade que j'utilise aussi. Bon, voilà, je n'ai pas de lien d'affilié avec eux. Et vous avez tout simplement le site de l'AMF, d'accord, l'autorité des marchés financiers. D'accord? L'autorité des marchés financiers, AMF. D'accord? L'autorité des marchés financiers, AMF, vous avez ça, vous allez sur le site de l'AMF. Je pense que vous devez logiquement trouver les brokers qui sont agréés, donc vous fouillez un peu et tout. Voilà, je vais prendre les autres questions. Donc, j'espère que vous avez eu satisfaction pour celui qui a parlé de GoForex. Oui, alors, les liens, c'est, vous avez Forest Peace Army, vous avez AllFX Broker, et vous avez le site de l'AMF. Alors, ceux qui sont au Burkina ou ceux qui sont intéressés par la masterclass, par le séminaire Ishimoku du 31 août 2019, enregistrez-vous, payez vos 35 000. Je l'ai dit, 35 000 pour la formation du 31 août. 100% Ishimoku. Je vais vous donner toutes les astuces pour faire au moins 50 pips par jour sur les marchés financiers, sur les indices, les actions, les matières premières, les devises. Pour faire au moins 50 pips par jour, les amis.
Donc, inscrivez-vous. Ceux qui sont à l'extérieur, qui peuvent venir au Burkina, n'hésitez pas à venir au Burkina. Et lorsque vous allez faire inscrire une personne que vous allez faire inscrire, vous aurez une commission de 5 000 francs. Donc, n'oubliez pas d'appeler mon assistante. J'avais laissé son numéro en commentaire la fois passée. Un instant, j'irai voir si je l'ai encore. J'irai chercher et vous donner son contact. D'accord? Parce que la deuxième partie, d'accord, de la formation gratuite, de l'initiation gratuite, se fera uniquement pour ceux qui se sont inscrits pour la masterclass du 31 août. Donc, appelez-la, d'accord, de la part de M. Pater Nadagbe et elle vous donnera toutes les informations qu'il faut. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, les amis? Alors, la vidéo est enregistrée, sera mise en ligne, mais le lien sera envoyé uniquement, la vidéo sera envoyée uniquement à ceux qui se sont inscrits pour la masterclass du 31 août. D'accord? La masterclass du 31 août sur Ishimoku, uniquement ceux qui se sont inscrits sur la masterclass, pour la masterclass. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations une fois? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations deux fois? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations trois fois? Alors, les amis, merci d'avoir été en ma compagnie. Vous n'avez pas été nombreux aujourd'hui. Vous n'avez été que l'effectif maximum, c'était 17. Alors que je vous ai demandé de partager au maximum de personnes pour qu'on soit 50 ce soir. Encouragez-moi. Je veux former une communauté de traders qui ont le sens du partage. Donc, partagez au maximum de personnes sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Telegram, partout. Je veux 50 personnes pour la séance prochaine. Je vais vous donner la date. Vous envoyez le lien déjà le matin. Vous allez inonder la planète avec les liens, les amis, pour qu'il y ait au moins 50 personnes au live de la prochaine fois. Oui, contactez Madame Rosine pour vous inscrire. Pour ceux qui sont au Burkina, elle est à Ouaga, c'est mon assistante. Et elle vous fera le plaisir de vous accueillir, de vous inscrire, Louis. Voilà. Donc, on continue la discussion dans le groupe. Merci beaucoup et rendez-vous à la séance prochaine. Salut.